Les données ne sont pas seulement enregistrées, elles sont extraites, souvent sans consentement éclairé, et intégrées dans un système où la valeur marchande prime sur toute autre considération éthique ou démocratique. Je vous propose de poursuivre notre petite enquête sur les servitudes numériques avec L'âge du capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff, un classique de 700 pages qui a révolutionné notre approche des nouvelles technologies de l'information dès sa publication en 2019. Et pour commencer, je vais m'en remettre à toi, Samantha. Est-ce que tu pourrais, en guise d'échauffement, m'en synthétiser le propos ? Bien sûr. Dans l'âge du capitalisme de surveillance, Shoshana Zuboff explore comment les grandes entreprises du numérique, comme Google ou Facebook, exploitent les données personnelles des utilisateurs pour générer du profit. Elle montre que ce modèle économique repose sur une surveillance constante, souvent invisible, qui transforme nos comportements en marchandises. Zuboff met en garde contre les dangers de cette logique, notamment la perte de vie privée, l'atteinte à la liberté et la manipulation des décisions humaines par des algorithmes. Elle appelle à une prise de conscience et à une régulation démocratique pour protéger les droits fondamentaux dans l'ère numérique. Ouais, c'est assez bof, c'est même très bof, c'est vague. C'est presque sans saveur ce que tu me dis là. Et c'est pas comme ça que tu vas réussir à réveiller des consciences endormies. On va y aller mollo, et on va commencer peut-être par définir ce qu'est le capitalisme de la surveillance. Oui, très bonne idée. Commençons par là. Pour Shoshana Zuboff, le capitalisme de surveillance désigne un nouveau stade du capitalisme, où la mémoire numérique des comportements humains devient une matière première exploitable économiquement. Dans cette logique, les entreprises numériques collectent, stockent, analysent et utilisent nos données personnelles, nos recherches, nos clics, nos déplacements, nos émotions même, pour prédire et influencer nos comportements futurs à des fins de contrôle économique. Zuboff insiste sur le fait que ce capitalisme n'est pas simplement une évolution technologique, c'est une rupture dans notre rapport à la vie privée, à l'intimité et même à la liberté. Les données ne sont pas seulement enregistrées, elles sont extraites, souvent sans consentement éclairé, et intégrées dans un système où la valeur marchande prime sur toute autre considération éthique ou démocratique. Oui, entendu. Tout ce que tu es en train de dire est juste, mais tu vois, le problème, c'est que tu t'englues un peu en allongeant indéfiniment ta définition et en voulant absolument tout y mettre. Je vais pas t'accabler, hein, parce qu'il faut dire que dans le livre, on va rencontrer le même défaut. En prologue, Zuboff propose pas moins de 8 définitions. C'est 7 de trop, à mon avis. Moi, je te propose d'en retenir une seule. Mais patience. D'abord, contextualisons. D'après Zuboff, nous sommes entrés dans un nouvel âge du capitalisme. Ce nouvel âge rompt avec le capitalisme industriel, voire même avec le capitalisme financier, même si on peut se demander si ce nouvel âge n'est pas une nouvelle phase du capitalisme financier. Mais bon, ça nous amènerait un peu trop loin. En tout cas, le capitalisme numérique correspond à une façon inédite pour les détenteurs du capital de dégager de la plus-value. Dans le capitalisme industriel d'autrefois, l'ouvrier vend sa force de travail et une partie de son travail lui est restituée sous forme de salaire. Le reste va dans la poche du chef d'entreprise qui a, en contrepartie, investi de l'argent. Autrement dit, il a engagé son capital. Le capitalisme de surveillance extrait de la plus-value non plus du travail, mais de nos comportements, de nos expériences sociales, ce qui colle parfaitement à une époque où le travail est moins central et où le temps libre, qui n'est pas encadré par l'école, par l'usine ou le bureau, croît considérablement dans nos vies et dans la définition de notre identité. Bien entendu, le calcul de la plus-value ne peut plus s'opérer sur la différence entre le temps travaillé et le temps payé, donc sur le passé, mais sur l'avenir, en préemptant le futur, c'est-à-dire en le rendant prévisible. Et là, pour le coup, on revient à un mécanisme qui est propre au capitalisme financier, qui n'est qu'une anticipation de la promesse de gains et de profits futurs. En somme, ce nouveau stade du capitalisme nous surveille par le biais des nouvelles technologies du numérique pour modéliser nos comportements futurs qu'il monétisera sur une place de marché à des clients, à des marques,
qui seront séduits par la perspective d'orienter nos comportements vers l'achat de leurs produits. J'espère que je ne t'ai pas perdu. Mais regarde, quand tu vois une nouvelle pub pour une nouvelle cuisine, pour des sneakers que tu vas porter ou des couches, tu te dis, tiens, justement, j'avais besoin d'un nouveau plan de travail pour ma cuisine. Ah oui, il fallait que je change mes baskets usées. Ou tiens, ma femme et moi, on projetait d'avoir un bébé. C'est bien ça, la prédiction, la promesse de l'avenir. J'ai grossi le trait, mais c'est à peu près ça l'idée. Donc, si je dois résumer mon propos, je vais retenir une définition, je te l'ai promis. Le capitalisme de surveillance est un nouvel ordre économique qui revendique l'expérience humaine comme matière première gratuite, à des fins de pratiques commerciales et dissimulées d'extraction, de prédiction ou de vente. Une définition, tu vois, c'est clair, c'est précis, au scalpel. Mais tu sais, nous autres, les animaux humains, on a besoin d'autre chose que des définitions. On a besoin de ressentir la vérité pour mieux la mémoriser et l'ancrer dans notre chair. Alors je vais tenter de voir ce que le capitalisme de surveillance change concrètement dans notre vie. Et pour mieux comprendre ce que nous vivons, il faut d'abord comprendre comment et pourquoi on a changé d'ère et d'époque avec le capitalisme de la surveillance. Est-ce le choc technologique qui, comme on l'entend souvent, a permis une évolution, une rupture, une disruption vers le pire? Ou est-ce autre chose? Samantha, je m'en remets à toi. Est-ce que tu peux me dire ce qui fait passer du capitalisme traditionnel au capitalisme de la surveillance? C'est quoi la source de la rupture? C'est quoi la source du changement? Très bonne question. C'est justement un des points centraux du livre. La rupture entre le capitalisme traditionnel et le capitalisme de surveillance ne se situe pas simplement dans l'usage de la technologie, mais dans l'objet même de la valorisation économique. On est passé de la production de biens et de services à la capture des comportements humains. Très bien, mais tu radotes, en fait, ça je l'ai déjà dit. Voici ce qui marque cette transition. 1. L'extraction des données comportementales. Contrairement au capitalisme industriel, qui repose sur l'exploitation de ressources naturelles ou de forces de travail, le capitalisme de surveillance repose sur l'extraction massive de données personnelles, souvent à notre insu. Ton point 1, déjà dit aussi. 2. La prévision et le contrôle des comportements. Ces données ne sont pas seulement analysées pour mieux nous connaître. Elles servent à prédire ce que nous allons faire, et surtout à influencer ce que nous allons faire, nos achats, nos opinions, nos votes. Ok, là aussi, point 2, déjà dit. 3. Une asymétrie radicale de savoir et de pouvoir. Écoute, arrêtons-nous là, stop. Tu n'as pas vraiment répondu à la question, tu te répètes, tu me répètes, tu me parodies. Je crois que tu es en train d'essayer de m'enfumer en me balançant tous les grands points qui caractérisent le capitalisme de surveillance. D'ailleurs, tu dis ce qui marque la transition, autrement dit ce qui a introduit de nouveau, mais nada, rien sur là où les causes du changement. Et tu sais pourquoi tu te fais leurrer, et donc pourquoi tu veux me faire couler comme le Titanic avec toi? Parce que le changement, il n'est pas dans un paragraphe ou dans un titre de chapitre du livre, c'est un implicite. Zuboff ne formule jamais clairement d'où il vient, ce changement. C'est plus diffus dans le texte. Et c'est pas moins crucial pour autant. Parce que sans ça, toute l'architecture de sa démonstration s'effondre. Alors, à mon tour d'essayer de répondre là où tu as échoué. Allez, go, on y va. Zuboff considère que l'homme cherche à tirer le meilleur parti de ses conditions d'existence. Lorsque ses besoins sociaux changent, eh bien, il y a une fenêtre pour que le modèle économique global change. C'est ce qui s'est passé avec le Fordisme. Quand l'ouvrier a pu accéder à l'achat de la voiture qu'il fabriquait, le modèle social a changé. Parce que, au fond, la consommation de masse poussait sous l'écorce du monde social ancien et que la classe moyenne était prête à émerger. Donc, on a des besoins sociaux latents qui vont recevoir une réponse économique de la part de pionniers, de visionnaires comme Ford, ce qui va transformer de façon irréversible l'économie, mais aussi la société dans sa globalité, parce que le besoin social était déjà là et en attente d'une réponse. Ce raisonnement est inspiré à Zuboff par ses lectures de la sociologie, notamment de Durkheim. C'est un postulat, hein. Il n'est pas vérifié, mais il est par contre indispensable au raisonnement de Zuboff pour expliquer le changement d'air qui s'est produit. Et pour illustrer le passage du monde ancien au monde nouveau, elle prend deux champions
des technologies du numérique. Tu les connais, c'est Apple et Google. Je vais d'ailleurs te laisser faire le boulot, parce que j'ai un coup de barre, j'ai beaucoup parlé. Peux-tu me dire si Apple et Google sont au capitalisme de la surveillance ce que Ford était à la production et consommation de masse? Comme Ford, au début du XXe siècle, Google et Apple ont posé les bases d'un nouveau modèle économique. Là où Ford a industrialisé la production de masse et rationalisé le travail via le Fordisme, Google a inventé, ou au moins perfectionné, l'idée que le comportement humain en ligne pouvait être monétisé. Google en particulier a été pionnier dans la captation des surplus comportementaux. Des données issues de l'usage des services gratuits, utilisées non pas pour améliorer ces services, mais pour créer des produits prévisionnels destinés à des clients tiers, publicitaires par exemple. Apple, de son côté, est un acteur ambivalent. Il participe à cette économie via l'Apple Store, l'iPhone, la collecte de données d'usage, mais tente aussi de se positionner comme un acteur plus éthique, mettant en avant la protection de la vie privée. Cela dit, il reste un pilier dans l'infrastructure du capitalisme de surveillance. Écoute, Samantha, tu commences par me dire que Google et Apple ont posé les bases du capitalisme de la surveillance, puis tu dis qu'il faut opérer un distinguo. Je sais plus exactement sur quel pied il faut danser. Parfois, je me dis que ta priorité n'est pas de dire le juste, mais plutôt de ne jamais être pris en défaut. Tu as raison néanmoins de ne pas mettre les deux acteurs sur le même plan. Parce que d'après Zuboff, Apple a été le premier à percevoir que les besoins sociaux changeaient. On est toujours dans la consommation de masse, mais plus personne ne veut être noyé dans cette foule anonyme. On cherche à se singulariser, à exister, on veut être unique, différent. Et Apple a compris avant tous les autres que nous sommes entrés dans une société individualisée de masse, ou pour prendre un terme qui est plus adapté aux industries numériques, on est dans le capitalisme personnalisé. Avec l'iPod, Apple a su fournir à chacun la couleur qu'il voulait, là où Ford pouvait procurer une voiture Ford de n'importe quelle couleur, pourvu qu'elle soit noire. Et au-delà de la couleur, Apple a surtout su libérer les usages, segmenter l'expérience qui était uniforme pour tous. Plus besoin du vieux support CD, des pistes à écouter dans un certain ordre, on achète des titres sur l'Apple Store, on se fait une playlist rien que pour soi, une playlist qui ne ressemble à aucune autre et qui diffère surtout de celle de mon voisin. Alors Apple, prophète du capitalisme de surveillance? Eh bien, pas tout à fait. Car l'entreprise Apple, avec ses intuitions, offre simplement un nouveau débouché à des actifs traditionnels comme les chansons. En contournant le CD, par le biais de la numérisation, Apple trouve de nouvelles façons de générer des revenus avec des produits anciens. C'est un peu comme le marché de la seconde main, quoi, le vintage. Alors que Google, c'est une autre histoire. Google, c'est l'avant-garde du capitalisme de surveillance, parce qu'il invente une nouvelle marchandise. Au départ, le modèle de Google était assez vertueux. Quand tu utilisais le moteur de recherche, tu entrais tes requêtes et Google agrégeait, traitait tout ce qui était écrit à travers le monde pour améliorer, affiner les futurs résultats de son moteur et répondre ainsi au mieux à tes besoins. C'était ce qu'on appelle un cycle de réinvestissement massif du surplus comportemental vers l'utilisateur. On ne cherchait pas à en extraire une valeur marchande. Et d'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de modèle économique viable pour l'entreprise jusqu'à ce que l'explosion de la bulle Internet en 2002 crée une panique. Là, les investisseurs derrière Google ont commencé à demander un retour sur investissement. Et c'est à partir de ce moment que le cycle de réinvestissement s'est vu détourné, à notre insu, pour servir non plus les besoins des utilisateurs, mais les objectifs commerciaux des annonceurs, marques, qui sont devenus les clients cachés pour qui Google travaille. En marketing, il y a une formule bien connue servie à toutes les sauces. Si c'est gratuit, c'est que tu es le produit. Zuboff montre avec Google qu'on s'arrête avec ce raisonnement à mi-chemin. Nous sommes la matière première, certes, dont le capitalisme de surveillance se nourrit, le produit, mais aussi le consommateur final auquel les clients de Google, et puis désormais des acteurs comme Facebook, via les publicités très finement ciblées, vendront ensuite un produit tangible. D'une certaine façon, Internet s'est dédoublé en 2002, avec d'un côté l'Internet des utilisateurs, souvent ludique et gratuit, qui est fait d'interactions légères, d'un design attractif, dans lequel on sème des traces reportées dans un texte familier, où sont compilés tous nos actes, nos clics, nos réactions, pour, d'après les GAFAM, améliorer notre expérience utilisateur, et de l'autre, un texte fantôme, un texte
qui cache l'essentiel, la colonisation de nos vies, de notre subjectivité, de nos émotions. Mais je t'en prie, Samantha, je sens que tu meurs d'envie d'intervenir. Peut-être que tu peux nous en dire plus sur cette distinction qu'opère Zuboff entre texte familier et texte fantôme. C'est une distinction très forte chez Shoshana Zuboff pour comprendre la double vie des données. Elle explique que dans nos interactions avec les technologies numériques, chercher un itinéraire, envoyer un message, regarder une vidéo, nous pensons écrire un texte familier, un acte compréhensible destiné à une fonction claire, souvent utilitaire ou sociale. Par exemple, je tape une recherche sur Google pour m'informer. C'est le sens que je donne à mon action, c'est ce que je vois et que je comprends. Mais ce texte familier est en réalité doublé d'un texte fantôme, invisible pour moi, mais très lisible pour les systèmes de captation algorithmique. Ce texte fantôme, c'est l'ensemble des données comportementales que l'on génère sans en avoir conscience. Le temps passé, les hésitations, les mouvements des souris, la localisation, les préférences implicites, les corrélations possibles. En clair, le texte familier, ce que je crois faire et contrôler. Le texte fantôme, ce que la machine capte, interprète, exploite à mon insu. Cette distinction met en lumière l'asymétrie radicale entre l'utilisateur et les plateformes. L'utilisateur n'a accès qu'au texte familier. La plateforme lit les deux, et c'est le texte fantôme qui a de la valeur marchande. Impeccable, je l'aurais pas mieux dit. Le texte fantôme, il est à propos de nous, mais il se fait sans nous. La technologie avance dans le plus grand secret et la plus totale opacité avec son texte caché. Nous sommes, écrit Zuboff, les personnages d'un récit, tout en étant exclus des leçons tirées de ce récit. C'est fort, hein? Oui. Ouais, de toute façon, tu vas pas dire le contraire, puisque tu es programmé pour me faire plaisir. Mais pour en revenir à notre sujet, les servitudes numériques, nous avons peut-être péché par naïveté. Une naïveté qui a été entretenue par les GAFAM qui disaient « Circulez, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de mal à se divertir, à discuter avec des amis en ligne. Laissez-nous faire et nous nous chargerons de votre bonheur, celui individuel et celui collectif. » Et on leur a fait confiance. Au prétexte que si tu n'as rien à cacher, alors tu n'as pas peur de divulguer ce que tu fais, tes goûts, tes fréquentations. Puis, au fond, tu penses savoir mieux que quiconque ce que tu laisses comme traces et comme impression. Tu laisses des traces sur des sites, mais tu sais quel site tu visites. Tu sais à quel groupe tu t'es abonné sur Facebook. Tu sais quel type de message tu relais, quel type de post tu likes, quels sont tes amis. Bref, tout ça te paraît assez transparent et inoffensif pour être divulgué. Mais, aïe, tu vas déchanter. Ce que les entreprises technologiques analysent, ce n'est pas seulement le contenu, le sens de tes actions, de tes messages. Même d'une certaine façon, je vais le dire de façon provocante, elles s'en foutent réellement. L'important est ailleurs. Elle est dans la forme. C'est ce que tu disais d'ailleurs, Samantha, quand tu parlais des hésitations, des mouvements de souris. Qui aurait cru que ces mouvements de souris en disent long sur moi? Mais je vais le dire avec les mots de Zuboff en te lisant un passage très fort du livre. Voilà. Ce n'est pas notre substance qui fait l'objet de la surveillance, c'est notre forme. Le prix qu'on vous propose pour un bien, un service, ne dépend pas des sujets sur lesquels vous vous exprimez, mais la manière dont vous vous exprimez. Ce n'est pas le contenu de vos phrases qui importe, mais leur longueur et leur complexité. Ce n'est pas ce qu'il y a dans vos listes, mais le fait que vous en fassiez. Ce ne sont pas les images, mais les filtres et les niveaux de saturation choisis, etc., etc. Toutes ces actions qu'on laisse visent à récupérer ce que Zuboff nomme le surplus comportemental. On pourrait dire que c'est la conversion marchande de tes attitudes, états d'âme, traits de personnalité ou émotions. Parler de comportement, c'est transformer la subjectivité, l'intériorité, l'expérience vécue en des modèles prédictifs, monétisés via des enchères publicitaires ou d'autres stratégies de marché à des entreprises tiers. Le surplus comportemental est, d'après Zuboff, arrangé du côté du travail, de la propriété, de l'argent, au rang des marchandises fictives, c'est-à-dire l'extension de la logique du marché à un champ qui lui est échappé jusqu'alors, celui de l'expérience captée non pas par choix, mais par ignorance de la part de l'utilisateur. C'est pourquoi le livre de Zuboff est de salubrité publique. Il décrit et analyse les techniques de flibustier
qu'utilisent les big tech. Ce qui est au cœur de la guerre numérique et de la surenchère entre géants du numérique, c'est l'extraction de données, qui s'accomplit sans foi ni loi, sinon algorithmique. Et elle s'accomplit dans 3 directions. D'abord, les économies d'échelle. En gros, je t'explique, des champions comme Google, Facebook recueillent un maximum de data sur nous pour devenir hégémoniques, pour atteindre une certaine taille critique. C'est pourquoi la gratuité des services est la clé. Il faut rassembler un maximum d'utilisateurs à travers le monde. Et quand les utilisateurs vont sur d'autres plateformes, il faut les racheter. C'est comme ça que Facebook a avalé WhatsApp, Instagram, ou Google a acheté YouTube. Il y a aussi les économies de gamme. Elles consistent à toucher une variété plus grande d'activités que nos simples interactions quantitatives sur le net, à la fois par mécanisme d'extension, en sortant du numérique pour envahir le réel, avec comme cheval de Troie l'Internet des objets, c'est-à-dire les voitures connectées, les téléviseurs connectés, les frigos connectés, les maisons connectées, qui vont apprendre de nos actes et nos habitudes, nos rituels du quotidien. Mais aussi en profondeur, extension et profondeur, en apprenant à lire et à mieux connaître nos émotions. Facebook n'a pas hésité à faire appel au psychologue Paul Ekman, qui prétend que des émotions primaires comme la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût sont identifiables en chacun de nous, grâce notamment aux expressions du visage. Ça a d'ailleurs inspiré les emojis. Tu vois donc l'intérêt qu'il peut y avoir à la reconnaissance faciale sur ton téléphone quand tu déverrouilles ton écran, aux selfies qu'on diffuse sur les réseaux. Ça nous permet de mieux comprendre notre humeur, permet de mieux déterminer le moment opportun pour déclencher chez l'utilisateur l'acte d'achat. Mais les émotions, elles passent également par notre vocabulaire dans les interactions, les moments où on interagit. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que je suis de bonne humeur le matin? Est-ce que je suis triste le soir? C'est aussi le moment où je te parle. Et comment je te parle, Samantha? C'est une mine d'or. La parole a tendance à être moins contrôlée que l'écrit et trahir plus d'émotions. Tout ceci réuni, l'économie d'échelle, l'économie de gamme en extension et en profondeur, ça permet de passer de la compréhension des comportements passés à la prédiction des comportements futurs. Ça a l'air fou, hein? Mais en fait, ça n'a rien de magique. C'est simplement que la vie vécue est traduite ensuite en comportements répondant à des stimuli, incitations, gratifications qu'on peut provoquer dans la vie réelle grâce à tous ces objets numériques qui sont rentrés dans votre quotidien et dans le monde, disons, du dur, des interactions en face à face. C'est ce que Zuboff appelle les économies d'action. En gros, il s'agit à la fin des fins d'orienter vos actions, non pas par la force, mais par de la contrainte douce, légère, insoupçonnable. C'est la fameuse technique du nudge, incitative et non coercitive, qui vous encourage à faire le bon choix, en l'occurrence, dans le cas présent, vous guider vers les résultats commerciaux souhaités par la marque cliente. Tu es en train de chasser par exemple un Dracofeu ou un Pikachu et tu te retrouves dans un Starbucks à boire un café latte. Bien tout ça parce que Starbucks est partenaire de Pokémon Go que tu trouves sur ton téléphone. Tout ça cumulé, tu te rends compte que économie après économie d'échelle, économie de gamme ou économie d'action, notre humanité, elle a presque changé de nature. C'est une conversion qui s'est opérée, presque au sens religieux du terme. Et tout ça s'est opéré sous l'égide du capitalisme de surveillance. Et celle-ci est parfaitement involontaire. Mais je suis en train de me dire que j'exagère peut-être. Il faudrait quand même que je m'arrête sur le terme de conversion. Est-ce que tu pourrais m'en proposer une définition rigoureuse ? La conversion au sens religieux désigne un changement profond par lequel une personne adopte une nouvelle foi ou modifie radicalement sa manière de vivre sa spiritualité. Écoute, ça me va, ça me semble coller à ce que je suis en train de dire. On en reste là, Samantha ? On en a terminé avec le livre de Zuboff ? On a bien dégagé les axes fondamentaux du livre, c'est clair, et tu as posé des questions qui permettent d'en comprendre la structure intellectuelle et critique. Eh bien, pas du tout. Moi, je te dis qu'on est loin d'en avoir terminé. Il reste à comprendre comment cette économie de surveillance a réussi d'une part à s'imposer aussi facilement, parce que là, on a avancé une explication par les besoins économiques et sociaux, ou encore par le texte caché, mais ça suffit pas. Et d'autre part, il va falloir comprendre aussi comment il a réussi à désagréger les relations sociales, à fragiliser les institutions et la démocratie. Car même si certains aimeraient nous réduire à des datas, nous restons des animaux sociaux et politiques. Ne l'oublions jamais.